Donc là, cette soirée d'hommage, de célébration, de poésie en l'honneur de Jean Rista qui fête cette année ses 80 ans en ce mois de juin. Il n'est pas parmi nous ce soir, mais nous sommes là et cette soirée sera absolument formidable, même si elle est un tout petit peu en retard. Dépêchons-nous, puisque évidemment la parole d'abord au poète et avant tout à Franck Delorieux, que nous invitons à nous rejoindre sur cette scène. Franck Delorieux, qui est bien sûr poète et compagnon de Jean Rista. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Je vous conseille d'utiliser ce micro. Le parfum des violettes. Une citation de la perruque du vieux Lénine. Je pense à vous, enfants dans le bonheur qui ose enfin dire son nom. J'ai préféré à toutes les roses, la secrète violette voilée, dans la parenthèse des herbes, mais fière, dans la main qui lui rend hommage. Jean Rista et moi partageons le goût vif des violettes. Lorsque nous vivions à Paris, nous ne laissions pas de nous offrir réciproquement des petits bouquets qui venaient adoniser nos bureaux dans des verres à thé russes. La fleuriste de l'île Saint-Louis, sur le pas de sa boutique, nous saluait avec complicité en avertissant de la venue de ces fleurs qui donnent comme une impatience de printemps. Si l'un de nous allait acheter un bouquet, par exemple de tulipes, de roses, de mimosas ou de fraisias, destiné pour la maison ou pour offrir à des amis, elle nous rappelait que les violettes nous attendaient. Aujourd'hui, nous avons quitté une ville dégradée que nous n'aimons plus. La conjugaison de problèmes de santé et l'impossibilité de circuler nous avait réduits à ne plus fréquenter que le très bon et convivial restaurant Le Lutetia, à une centaine de mètres de chez nous. L'horizon s'était restreint. Nous nous lassions. À quoi bon vivre dans une métropole si on est limité à un pâté de maison? Pour nous, la ville lumière avait éteint ses feux. Aujourd'hui, presque tous les bars ou restaurants où nous avions nos habitudes ne sont plus. Paris s'est réduit à un souvenir. Nous avons trouvé refuge dans la maison et le jardin de Touraine, là où la vie nous a toujours été la plus douce. Nous trouvions toujours 1000 raisons qui, la plupart du temps, ne servaient qu'à masquer notre laisser-aller pour ne pas y passer plus de temps, comme nous le désirions ardemment tous les deux. Les circonstances qui auraient pu s'avérer tragiques nous ont poussés à nous installer dans la maison en pierre de tuffeau, où nous avons retrouvé équilibre et art de vivre. Les heures, malgré la maladie, y sont douces, sereines. Lorsque l'hiver commence à céder au vouloir vivre du printemps, les violettes éclosent naturellement dans une partie du jardin, à la lisière d'une forêt d'où des faons et des chevreuils viennent nous rendre visite. J'en cueille 2 ou 3 que j'offre à Jean. C'est un délicieux prétexte à un baiser. Il les fait sécher dans un carnet relié de cuir noir, au beau papier épais, dans lequel il a noté des vers pour ce qu'il appelle son dernier livre. Lorsque j'écris, Jean ne me quitte pas des yeux. Il est mon nécessaire premier lecteur et je ne saurais rien publier sans son avis préalable. Même si je noircis depuis l'adolescence de nombreuses pages, je n'ai écrit que grâce à lui. Il m'a rapidement fait confiance dans mes premières tentatives, sans jamais se départir dans les critiques en me pointant avec beaucoup de prudence et de délicatesse la faiblesse de quelques tournures ou de quelques textes. Il a toujours su me conseiller de nécessaires coupures et m'a naturellement mis en situation de travailler en me donnant des outils non pas par le sermon, mais par l'exemple de sa vie, de son œuvre, de son univers et de son amour. J'étais obsédé par la forme romanesque et la prose. Il m'a ouvert à la poésie, décernant que là était ma vraie nature. Sans lui, je n'aurais jamais écrit de vers. Jean est autrement présent dans mes ateliers. Lorsque j'étais assis à mon bureau de l'appartement de Paris, une lithographie d'Aragon me faisait face comme une fenêtre. Le portrait de Lord B ou de la perruque du vieux Lénine, tiré d'un album de dessins offert pour la Saint-Jean et ses brasiers. On reconnaît les yeux profonds, si profonds. En Touraine, la fenêtre s'ouvre sur la naissance de la rue principale du village et, par-delà, un verger, une pelouse et un bosquet de petits chênes. Sur le mur de droite, au-dessus de la cheminée, est accroché un grand graphique, semblable à ceux du déroulé cycliste, qui devait servir à l'écriture d'un poème. En son centre figure dans un cercle le mot « violette ». J'ai bien sûr des photographies de Jean qui sont des souvenirs, mais son portrait
Sa présence réelle passe par la poésie. C'est grâce à elle que nous nous sommes connus. J'avais une vingtaine d'années. Chaque soir, alors que le vin du dîner m'avait déjà tourné la tête, j'allais faire la fête dans un bar du Marais, l'Amnésia, à l'angle de la rue Vieille du Temple et de la rue des Rosiers. J'y retrouvais des compagnons de noctambulisme. Nous parlions, nous dansions, nous buvions. C'était une joyeuse étape avant de pénétrer plus avant dans la nuit, avec les boîtes, les sex-clubs, les backrooms, et la poursuite effrénée des amants plus ou moins anonymes, des baises plus ou moins réussies. Le patron était un ancien professeur de lettres qui m'avait à la bonne. Nous parlions tous les dessous de littérature, par exemple de Gustave Flaubert que je n'avais pas lu, ou de Marguerite Duras qu'alors je vénérais. Dans l'espace réduit de la piste de danse du sous-sol, des corps nous bousculaient au rythme d'une chanson ringarde, kitsch, mais qui donnait envie de se laisser aller. C'est à l'amener, comme nous disions entre habitués, que je suis réellement né. On inscrira sur ma tombe comme date de naissance 17 novembre 2000. Quelle heure était-il? La nuit, ça ne compte plus. Surtout quand on est un oiseau nocturne jusqu'à ne connaître du matin qu'un lit défait dans lequel s'effondrait lourd de désespérance provisoirement anesthésiée. J'étais déjà pris de boisson plus que de raison, et m'amusant comme un fou avec des amis de nuit, je n'attendais que la suite, c'est-à-dire le sexe. Pourquoi suis-je remonté au rez-de-chaussée? Le patron, je crois me souvenir qu'il s'appelait Bernard, m'a sauté dessus. Je t'ai dit que le dernier amant d'Aragon vient ici, il est là, je vais te le présenter. J'en étais aussi un habitué. Un beau gosse dont le seul intérêt était d'être un beau gosse et qui le savait trop, m'avait parlé de lui comme le dernier amant de Baudelaire. J'en étais pour moi qu'un nom que j'avais lu en m'intéressant à l'histoire de tel quel. J'avais qui sont les contemporains dans ma bibliothèque à cause des entretiens avec des auteurs qui me passionnaient. J'ai dit à Jean que je ne comprenais pas l'intérêt de faire un livre sur l'avant-garde si c'était pour aboutir à un entretien avec Aragon, ce vieux con stalinien, comme je disais en empruntant un vocabulaire que je ne savais pas suranner. Aragon, je ne l'avais pas lu, et je ne connaissais pas l'œuvre de Jean Rista. J'étais d'un anticommunisme aussi virulent qu'inculte. Je suivais des dogmes frelatés. Nous nous sommes engueulés. Le bar allait fermer, mes amis sont remontés, je leur ai dit spontanément que je les verrais le lendemain. Je voulais rester avec Jean, car je ressentais indistinctement que cette rencontre était aussi importante que forte. La suite, avec encore quelques verres, fut chaotique, et je n'en dirai pas plus, sinon que le lendemain chez moi, à peine dégrisé au réveil, je me suis senti honteux, je lui ai laissé un message pour lui présenter mes excuses. Il y eut hélas bien d'autres tempêtes, mais nous avons noué une relation qui nous rend vitalement indispensables l'un pour l'autre. Son amour constant, patient, mais aussi bouleversant, et me tirant toujours vers le haut, a eu raison de ma pulsion de mort. J'étais un écorché, il m'a guéri, j'ai retrouvé ma peau. Grâce à lui, je savoure le bonheur de vivre. Je l'aime parce qu'il est la vie. Jean m'a raconté avoir pleuré la première fois qu'il a découvert la place Saint-Marc. Il était impatient que nous allions à Venise. Nous n'avons malheureusement pu y passer qu'une courte journée lors d'un séjour près du lac de Garde chez des amis italiens. Nous avons déjeuné en terrasse au bord du Grand Canal. J'étais impatient de marcher et je calmais mon impatience en fixant des fleurs de jasmin qui, blanches, flottaient sur l'eau noire. Le temps était compté. Mon obsession fut d'approcher le palais Mocenigo où vécut Lord Byron. Passés les itinéraires pour touristes, nous nous sommes perdus. Sur une place, des enfants jouaient au foot à la sortie de l'école. Une petite boutique de parfums me parut particulièrement élégante et attirante. Il s'agissait d'un point de vente des produits Santa Maria Novella que nous ne connaissions pas. J'ai trouvé pour Jean une autre Cologne à la violette, dont la fragrance a fini par se mêler à celle de sa peau. C'est pourquoi j'ai dédié le recueil « La fabrique des fleurs » au parfum des violettes. Alors que j'écris ces lignes, la trop courte saison des violettes s'en est allée. Mais nous ne sommes jamais en manque de fleurs. Le magnolia, dans son coin quasiment secret, n'a pas encore laissé tomber ses pétales comme des coupes de nacre qui fanent plutôt que de se briser. Le cerisier se couvre de blanc, tandis que les bourgeons du lilas pointent comme de timides sourires mauves. La glycine, qui est capricieuse, ne fleurira pas cette année, mais son feuillage orne la façade. Bientôt il y aura les roses, et, les roses passées, le froid oublié, reviendra toujours la saison des violettes.
parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont s'exprimer, qui auront des mots plus importants que les miens à prononcer. Simplement dire ici même un mot me paraissait important. Bien sûr, Jean Rista, le rôle majeur qu'il a joué pour la maison, pour Aragon, pour la maison d'Aragon, dont il est secrétaire perpétuel. Je salue d'ailleurs l'ancien directeur qui est présent. Et puis plusieurs administrateurs également présents ce soir. Non, simplement, je voulais dire deux choses par rapport à Jean qui ne seront peut-être pas évoquées par la suite. La première, c'est la générosité et la confiance que Jean Rista a témoigné et témoigne toujours en direction des jeunes gens. Je veux le dire et je veux le dire ici même, parce qu'il y a quelques années, nous approchions du 75e anniversaire des Lettres françaises, journal pour lequel il s'est tant battu, pour lequel il se bat beaucoup encore. Et à cette occasion, j'approche Jean, je lui dis, bon, qu'est-ce que tu comptes faire pour cet anniversaire ? Peut-être qu'il pourrait faire une anthologie. Il me dit, c'est une très bonne idée, fais-la. Alors, bon, c'était audacieux de sa part. Et à la suite de cela, eh bien, on a rassemblé ici, à l'école normale, une cinquantaine de jeunes gens, et on a lu les 1500 numéros des Lettres françaises. C'était une grande aventure intellectuelle et éditoriale, et on en a tiré une anthologie qui après a été commentée, complétée par des spécialistes dont certains sont présents dans la salle. Donc d'abord ce geste-là peut-être, qui dit quelque chose de ce que Jean Rista a été et qu'on retrouverait peut-être dans sa carrière d'éditeur aussi, cette capacité à écouter, à découvrir, cette générosité. La deuxième chose, peut-être un peu plus militante, que je voudrais indiquer simplement, c'est que, bien sûr, qu'il y a de l'héroïsme et de la gloire à être un militant communiste en 1945, en 1946, bien sûr. Je ne veux rien retirer de cela, et de grandes choses ont pu être tentées, faites et pensées à ce moment-là. Mais être et demeurer communiste dans les années 80, relancer les Lettres françaises en 1989, écoutez l'année tout de même, relancer encore les Lettres françaises par la suite, je crois qu'il y a là un courage certain et une détermination, une probité grande qui, pour moi, je trouve, inspire le respect, non pas le respect par une fidélité figée, une fidélité qui serait de l'ordre du ressassement ou de la répétition, mais une fidélité lucide qui cherche à trouver des chemins. Donc voilà, je dis que je ne serai pas long, je vais essayer de tenir parole et je vous remercie de votre présence. Jean, l'aîné de nous deux, de 10 ans moins un jour. Et cela ne date pas d'hier, semble-t-il. Tu m'as précédé, tu vas toujours devant de ta cape noire de pied en cap habillée, ta cape que j'imagine jetée sur ton épaule, celle que je t'ai vue plus d'une fois portée, et dans les plis de laquelle chacun peut suivre tout un troupeau d'étoiles errantes qui scintillent, regagnant du zénith la courbe de la terre pour y ensemencer quelques moissons nouvelles. On aura beau crier « haro » sur les rêveurs, décrier ton baroque goût néoclassique, décréter qu'est passé l'âge du romantisme et que sont criminels les révolutionnaires, qu'y faire si les poètes ont de tout temps aimé le ciel peuplé d'étoiles, son immensité, l'impossible, où lougeait tout un cirque de dieux inventé pour s'aimer sous le regard des hommes. Poète à la jambe de bois, avais-tu dit, tu cours les mers sur ton alexandrin pirate et jette dans les eaux des rêves et des mots ton filet qui ramène des étoiles sur terre. Tu dragues des trésors d'images, les dispenses à poignées sous les yeux des lecteurs médusés. Des antiques oripeaux de la poésie, tu as su coudre pour nous de nouveaux habits, pour monter sur la scène éternelle du monde, ce bordel animé où s'agite l'Olympe, quand rament les bagnards toujours dans l'entrepont. Pour certains, la beauté est une vieille lune qu'il eût fallu depuis fort longtemps congédier. Accordons-lui pourtant l'asile dans nos vers, conservons avec elle un coupable commerce, car elle veille sur nous et nous veillons sur elle. Nous avons trop souci de la vie sur la terre pour laisser par ces temps où la laideur s'affiche, la beauté délaissée au fond d'une remise, au fin fond d'un grenier, d'un théâtre oublié. De même pour le chant. Quel bien méchant faiseur a pu imaginer un jour nous en priver. Le chant est cet appel qui peut nous faire voler un peu plus haut qu'au rat connu des pâquerettes, nous faire monter plus haut que le plancher des vaches qu'on pousse de nos jours au banc des accusés. Même si nous restons prisonniers de la terre,
carrosse pour certains, et plus souvent citrouille, quand elle n'est pas changée en fauteuil roulant dont tourne le soleil oblique des rayons, nous ne renonçons pas aux poèmes et aux chants. Et pire encore, sans doute, quand le jour décline, nous ne renonçons pas aux aurores boréales que fait sur les tentures du ciel à l'horizon le rêve inassouvi de la Révolution. Incurable nostalgie, si souvent déçue, dira-t-on. Mais c'est du futur, la nostalgie, dont ni nous, ni le monde ne pouvons guérir, qui renaît dans la rue et qui pousse à la roue, et qui d'une autre manière que nous le pensions, au temps où chevauché de rouges aporogues, peut encore bousculer le triste scénario qu'écrivent sous nos yeux tant de collapsologues. Peut-être ne serons-nous plus ici pour le voir, mais demain, je crois, n'a pas dit son dernier mot. Nous avons traversé quelques coups de tabac et avons survécu à quelques mauvais grains. Nous voici maintenant naviguant côte à côte. Camarade printemps, mon frère de la côte. Nous avions, t'en souviens-t-il, autant d'autrefois, débattu tous deux du droit au désespoir. Ce droit nous fut acquis plus que nous l'espérions. Puissions-nous laisser à ceux qui viendront après une petite place pour le droit à l'espoir. Je connais Jean Rista depuis bientôt 40 ans, depuis la création de la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet que je représente ce soir. Cela remonte à 1985, si ma mémoire ne me trompe pas. Il avait alors à gérer l'héritage d'Aragon, ce qui était loin d'être simple à cause d'un certain désordre dans les affaires d'Aragon et de cet héritage. En tant qu'héritier d'Aragon, Jean était aussi celui d'Elsa Triolet et avait donc la charge de son œuvre au même titre que pour Aragon. Privilégier Aragon eût été le plus facile, or Jean n'a jamais séparé Elsa d'Aragon, encore moins opposé, comme l'ont fait certains commentateurs qui ont oublié qu'Aragon avait toujours pris soin de rappeler ce qui les unit dans leur vie et dans leurs œuvres en profondeur. Jean n'a jamais considéré Elsa comme le boulet qu'Aragon a dû traîner. Au contraire, il a toujours soutenu le travail accompli par les amis d'Aragon et d'Elsa pour qu'elle ne disparaisse pas de la photographie et qu'elle ait le statut d'une écrivaine à part entière. À ce premier constat sur le rôle de Jean dans les affaires aragoniennes, puisque tel est le mot qui convient, il faut en ajouter un autre, son penchant à faire confiance. Faire confiance fait d'ailleurs partie de l'héritage aragonien. Jean Rista a fait confiance aux amis d'Aragon et d'Elsa et leur a laissé toute liberté dans l'orientation de leurs activités, notamment dans leurs publications. Au début, dans les années qui ont suivi la mort d'Aragon, ce n'était pas si simple. Plusieurs structures existaient en parallèle avec des territoires, des compétences mal définies. Il y avait un groupe de recherche d'orientation universitaire, il existe toujours sous une forme différente. Il y avait le Moulin qui n'était pas encore devenu la maison Triolet-Aragon et enfin la Société des Amis. On sait que dans les affaires littéraires, la lutte des égaux l'emporte souvent sur la sagesse. Et tout cela marchait, disons, plus ou moins bien ensemble. Peu à peu, l'autorité de Jean s'est imposée, pas seulement parce qu'il était l'héritier d'Aragon ou celui qui avait conduit à terme la publication de l'œuvre poétique chez Messidor, mais parce qu'il intervenait avec réflexion. Puis, ce fut l'époque où Francis Crémieux est devenu secrétaire général des Amis. Dirais-je qu'ils étaient complémentaires? Je ne sais. En tout cas, ils se sont bien entendus. Jean a réalisé avec Francis un livre d'entretien que je considère comme important sur les dernières années d'Aragon, les plus mal connues. L'ouvrage s'intitule « Avec Aragon ». Rien n'est plus éloigné de la vérité que l'image qu'on a voulu donner de Jean, celle d'un censeur tatillon, détenteur de la vérité, celle d'un gardien du temple. De quel temple d'ailleurs ? La même liberté pour ses collaborateurs se constate aussi dans son rôle de directeur des lettres françaises qu'il a par deux fois relancé. La mise en œuvre de cette liberté qu'il leur accorde, parce que c'est sa nature, débouche d'ailleurs sur eux sur une exigence accrue de responsabilité. Pour tout cela, j'ai modestement envie de dire merci à Jean Rista. Merci pour cette aide qu'il a apportée et continue d'apporter.
Merci pour sa fidélité à la cause d'Aragon et d'Elsa Triolet. Concernant la question de la fidélité, je constate que, peu à peu, une insidieuse connotation s'est associée au mot fidélité. Être fidèle à quelque chose, à quelqu'un, être fidèle, par exemple, au Parti communiste, devient une sorte de marqueur négatif. Celui qui a choisi de rester fidèle s'enfermerait, refuserait l'évolution nécessaire des idées et des choses, et pour tout dire, les ruptures nécessaires. Ah, si Jean Rista avait laissé entendre qu'il n'est pas dupe du prétendu talent d'Elsa Triolet et qu'il sait bien qu'elle n'est pas une grande romancière. Ah, s'il avait fini par abandonner le Parti communiste, comme ce serait bien si ce qu'on avait pu obtenir du vivant d'Aragon, on l'obtenait de Jean Rista. Il se trouve que Jean Rista a des positions politiques, pas seulement politiques, sociétales aussi, qu'il n'a jamais cachées et qui ne sont pas solubles dans les spéculations qui font les délices des observateurs politiques. Elles ne lui viennent pas d'Aragon, mais du temps long de sa vie, de la vie de ses parents, et même d'avant eux. Au passage, pour connaître sa vie, lisons ses œuvres. Être fidèle à un idéal n'est pas en ressasser le passé, mais surtout en inventer le futur. C'est à quoi, je crois, toute son œuvre s'efforce. Cette fidélité à Aragon et à Elsa a sa contrepartie. Prendre en charge une telle responsabilité est surtout un poids. Cela représente une masse de soucis en permanence. Il faut tout surveiller, les contrats, les rééditions, choisir les responsables des nouvelles éditions, donner les autorisations de consultation, de mettre en musique, de réaliser des films. Tout cela prend, après avoir réfléchi, hésité, pesé le pour et le contre. Cette responsabilité prend un temps fou, un temps qui aurait pu et dû revenir à sa propre œuvre. Sans parler, et ce n'est pas un des moindres aspects de ce problème, de l'image brouillée du poète qui devient pour beaucoup l'héritier d'Aragon et rien de plus. C'est pour sortir de cette vue superficielle et bancale que nous sommes réunis ce soir, pour qu'apparaisse mieux la stature d'un grand poète trop méconnu, Jean Rista. Cher Jean Rista, cher Jean, il ne m'est pas possible d'être à l'École normale supérieure pour cette belle soirée d'hommage en ton honneur. Excuse-moi, mais je tenais, par le biais de cette vidéo, à être malgré tout un petit peu présent. Je cite souvent ces mots du peintre Ladislas Quijno, auquel je crois profondément. Je cite, « Il ne suffit pas de donner un toit et du pain aux hommes, même si ça compte. Il faut mettre Gauguin dans les assiettes et Rimbaud dans les verres. » Fin de citation. Comment ne pas citer à nouveau ces mots quand on sait l'importance qu'occupe chez toi cette préoccupation et culturelle et politique depuis 5-6 décennies. Cette grande ambition pour laquelle tu donnes tant et tu as tant donné. Je pense bien sûr à ton rôle dans la création et l'animation de Digraph, puis comme moteur de la relance des lettres françaises, pour laquelle tu avais sollicité et aussitôt obtenu le soutien de Georges Marchais à l'époque. Ton action de directeur de cette publication, libre et exigeante, à la si grande qualité, est un honneur et la source d'un grand enrichissement pour tous les communistes. Je sais qu'elle l'est aussi pour des étudiants, des intellectuels, des artistes, des lecteurs, des lectrices qui peuvent parfois être éloignés de nos convictions politiques, mais qui s'y plongent avec passion. Avec toi, les communistes parlent d'une voix forte, libre, audacieuse dans le monde de la création, avec esprit d'invention toujours, de fidélité et d'ouverture. Ils dialoguent avec les voix majeures tout en étant attentifs à ce qui se cherche et se crée, parfois à bas bruit encore. Et j'ai également pensé à ces mots de Quijno en sachant ta relation à Rimbaud, à sa poésie, à sa vie. Tu écris dans Le Théâtre du ciel une lecture de Rimbaud. Je cite, « Le poète porte un chapeau gris perle et boit goulûment du rhum dans la cale avec un jeune malfrat qui le consolera de vivre encore. » Fin de citation. Cette évocation du couple Verlaine-Rimbaud, tu en défends la sincérité contre toutes les lectures plus ou moins homophobes d'hier et d'aujourd'hui. Le Parti communiste français, tu le sais, est pleinement engagé
dans ce combat contre l'homophobie, mais je veux le rappeler, tu n'y es en rien étranger. Quel choc pour notre parti que cette ode pour hâter la venue du printemps dans laquelle tu appelais, je cite, « Camarade, ne mets pas l'amour en prison ». Fin de citation. Quelle chance pour nous, communistes français, de te compter parmi nous, avec ta générosité, ta détermination, ta modestie personnelle, ton ambition pour les combats émancipateurs, avec ton œuvre de poète que beaucoup connaissent déjà, mais que beaucoup ont à découvrir encore. Ton œuvre, elle parle à toutes, à tous et à chacun. Comme ces mots que nous avons exposés d'ailleurs en grand caractère au siège du Parti communiste en décembre 2022 et au début de cette année. Nous étions fiers de les trouver quand on rentrait, place du colonel Fabien. Pour saluer avec reconnaissance et chaleur le poète, l'éditeur, l'homme de presse, le communiste, il était très important pour moi de te souhaiter, au nom du Parti communiste français et de tous les communistes, cher Jean, un bon anniversaire et longue vie à tous les projets que tu continues de porter et qui sonnent avec fierté chez nous. Ouvrons tout de suite la table ronde avec une question très simple. D'où naît votre relation avec Jean Rista, votre relation intellectuelle, amicale et également de lecteurs et lectrices de Jean Rista? Je pense que je commence au bénéfice de l'âge et au bénéfice des circonstances. Je pense que je suis dans cette assemblée la personne qui connaît Jean depuis le plus longtemps, je crois. En tout cas, si quelqu'un me dépasse, j'en serais ravi. La rencontre avec Jean Rista s'est faite, nous pourrons en fêter le cinquantenaire l'année prochaine. Ce sera en même temps le cinquantenaire de Digraph que nous avons fondé en 1974. Dans la manière dont j'ai rencontré Jean vaut la peine d'être rappelée parce qu'elle en dit long sur la circulation à l'intérieur du milieu poétique, intellectuel de ces années-là. Il se trouve que j'étais assez proche de Paul Thévenin, qui a consacré sa vie à l'édition de l'œuvre d'Artaud. Et à l'époque, j'étais professeur, maître assistant à l'université à Nanterre, et j'écrivais des choses, etc. Et Paul me disait, vous ne ferez jamais rien, vous n'en sortirez jamais, vous allez mourir au sein de cette université sans intérêt. J'ai dit, mais Paul, c'est pas vrai, c'est formidable, on fait des choses formidables. Oui, mais enfin bon, faites donc quelque chose. Et écoutant cela avec un peu d'inquiétude, j'écoute encore mieux quand elle me dit « Moi, je vais vous faire rencontrer quelqu'un. C'est un garçon formidable, c'est un poète, vous l'avez lu, c'est Jean Rista. » Je lui dis « Non. » Eh bien, je vais vous faire rencontrer Jean Rista. Je rencontre Jean Rista, une sympathie immédiate naît entre nous, et très vite, de conversation en conversation, il apporte avec lui, bien évidemment, la complicité qu'il avait avec Aragon, avec Jacques Derrida, avec un certain nombre de gens, et il me dit, on va faire une revue. Et excusez du peu, on choisit le titre le plus abstrait, le plus incompréhensible possible, on digraphe, on essaie de chercher des étymologies qui rendent justice à ce mystère, et nous l'accompagnons d'un logo avec une double flèche qui orientait la théorie vers la pratique et ramenait de la pratique vers la théorie. Nous étions extrêmement fiers, nous avons l'impression des espèces de constructivistes intellectuels. Nous étions fous de joie de faire ça. Donc nous fondons Digraph. Et nous y associons, je ne vais pas raconter l'histoire de Digraph, que beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Je voulais apporter quelques numéros, pensant faire plaisir à Jean, car je ne savais pas qu'il ne serait pas là ce soir. Mais ils étaient trop perchés dans la bibliothèque. Pour l'instant, c'est un peu difficile pour moi. Donc je n'ai pas pu les apporter. Mais ça a été le début, pour moi, le début tout court. Le début tout court, c'est d'avoir rencontré Jean. Ce que j'écrivais, je lui ai fait lire. Et très rapidement, un an plus tard, il en publiait un volume de ses premiers essais dans la collection Digraph. Et, joie suprême, il me dit, puisque tu as publié ton premier volume, Louis t'invite. Je dis, comment ça, Louis m'invite? C'est la première fois que Aragon devenait Louis. Pour une dizaine d'années, il ne s'est plus appelé Aragon, mais Louis. C'est comme ça. Et pour moi, je pense souvent plutôt Louis que Aragon. Nous arrivons donc rue de Varennes, à un déjeuner, et où Aragon, avec une sorte de ce charme extrême et en même temps cette gentillesse, cette convention, me dit, ma petite fille, je fais savoir aux plus jeunes qu'il appelait en général petit
les garçons, ma petite fille m'était réservée, j'étais parfois seule fille parmi des garçons, donc ma petite fille, me dit-il, vous êtes un écrivain. Je lui dis, si je peux me permettre, non. Un premier livre ne fait jamais un écrivain, il faut qu'il y en ait au moins un second, et si possible un troisième. Il était très content de cette formulation. Tout a commencé pour moi comme ça. J'ai publié Paysages de ruines avec personnages. Ces ruines, c'était ce dont j'essayais de sortir et de créer des personnages et d'essayer d'avancer. Et nous avons avancé ensemble avec cette revue d'Igraphe, en compagnie de Jacques Derrida, de Denis Cambouchner, d'Antoine Vitesse, de beaucoup de gens qui ont été associés, de Francis Ponge. Si certains sont oubliés dans mon énumération, c'est que je n'ai pas voulu préparer quelque chose, mais ils ne sont pas oubliés, en tout cas dans mon cœur. Donc nous allions préparer des numéros, nous allions chez Francis Ponge, non loin d'ici, dans la petite rue qui monte, dont j'ai oublié le nom. Et nous allions l'été retrouver Aragon, à Toulon, où nous passions un long moment, où Jean était tout l'été, et moi je passais un long moment avec eux. Nous faisions des petits sauts à Avignon, au festival, pour voir un certain nombre de spectacles, et aussi pour retrouver Antoine Vitesse, qui faisait des allers-retours entre Toulon et Avignon. C'est le moment où Antoine a monté cette formidable spectacle à partir d'Aragon, qui était Catherine, à partir d'Aragon, et qui est une des plus grandes réussites de ce qu'il a pu faire, qui en compte énormément. Donc je suis extrêmement ému que Jean ne soit pas là. J'aurais voulu qu'il entende tout cela, j'aurais voulu voir dans ses yeux, à un moment, des échos, peut-être m'aurait-il apporté soit la contradiction, soit des compléments. Mais je l'ai lu à ce moment-là avec un intérêt immense. Cette extraordinaire, en effet, son alexandrin voyageur, son alexandrin qui courait les mers et qui subissait un avatar supplémentaire. Jacques Roubaud avait écrit l'histoire de la vieillesse d'Alexandre, mais avec Jean, l'alexandrin entrait dans une autre histoire. Je l'ai lu avec passion, et nous cherchions, je ne sais plus à quelle occasion, je n'ai pas retrouvé le texte, parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'ordinateur, ni toute cette mémoire électronique où j'engrange des choses, d'ailleurs sur des disquettes qui vont devenir illisibles très vite. Donc, rassurons-nous, ça n'accablera pas les générations futures. Mais j'avais écrit une vie imaginaire de M. Jean Rista, à la manière des vies imaginaires que nous aimions beaucoup et qu'Aragon aimait beaucoup. Et j'aurais voulu qu'il me dise s'il en avait gardé une trace, car je n'arrive pas à la retrouver. J'ai suivi autour de lui l'aventure à la fois politique et intellectuelle des lettres françaises, et aussi le compagnonnage d'amis, peintres, artistes, dont la présence a énormément compté dans ces moments de jubilation. Voilà, c'était des moments de jubilation. Je ne crois pas qu'aucun de nous se prenait au sérieux, au mauvais sens du terme, mais il prenait très sérieusement ce qu'il faisait et la destination qu'il lui donnait, mais avec quelque chose qui était peut-être lié à notre encore juvénilité. Et nous avions aussi bien les deux frères Rabeux, l'un pour le théâtre, l'autre pour la photographie. J'ai d'ailleurs publié à ce moment-là mon premier livre où j'ai rencontré Antoine Gallimard, encore jeune homme et timide, à qui j'ai présenté un texte que j'avais fait sur des photos d'Aragon par Jean-Louis Rabeux, qui est un très joli livre. Et moi, j'étais très intimidée parce que c'était, je ne sais plus dans quel bureau il était, mais plus ou moins Marcel Arlan, plus ou moins là-bas. Donc j'avais une impression d'aller au sein des saints. Mais comment vous dire ? C'était pas du tout, c'était une démarche extrêmement inspirante. Et quelqu'un tout à l'heure, le mot a circulé dans plusieurs des interventions, a parlé de la générosité de Jean. Il faut le dire, sa générosité était dans ses aventures initiatiques, puisque nous commencions, nous avons publié un texte érotique extrêmement hard de Denis Cambouchner, qui devait avoir 19 ou 20 ans, il était encore à l'école. Donc on était très fiers d'avoir publié ça. Vraiment un texte qui était... Ah, et Denis était assez content, étant tout juste entré à l'école, de nous donner ce texte. Et j'ai retrouvé plus tard Denis quand il était professeur de philosophie à Nanterre, où j'étais sa collègue dans la même UFR. Voilà, donc Jean était extraordinairement généreux, et je pourrais raconter des épisodes absolument craquants quand on y pense encore. Je vais juste raconter celui-là. Nous allions de temps en temps, quand nous étions à Toulon, rendre visite à Aix-en-Provence à Edmond Charleroux et Gaston Defer, qui avaient une très belle maison là-bas. Et Jean me dit, on va aller voir Edmond et Gaston. Très bien.
Jean, à l'époque, avait une 504 décapotable. C'était chouette, la 504 décapotable. Alors, il y avait des ceintures, parce que toute décapotable qu'elle était, il fallait quand même s'attacher. Moi, j'avais mis une jolie robe blanche et tout. Et Jean me dit, je te préviens que les ceintures, elles traînent par terre, jamais personne ne les enroule. Bon, je mets quand même la ceinture, et j'arrive chez les Defferre, dans cette maison magnifique. Moi, j'étais impressionné par Edmond. Je l'ai vu assez souvent après, mais là, j'avais jamais rencontré Edmond, quand même. Gaston Defferre m'impressionnait moins. Mais Edmond, oui, j'arrive. Ma robe blanche était balafrée de poussière et de toutes sortes de choses qui étaient au fond de la 504 décapotable. Ça, c'est un souvenir merveilleux. Et nous avions foncé comme des fous sur ces fragments d'autoroute, moi emberlificoté dans une ceinture qui m'avait laissé des traces ineffaçables. Je voulais que Jean, on le lui dira, se souvienne avec nous de ce merveilleux moment où nous avons pu voir entrer dans cette maison merveilleuse des Defferre, où nous attendrait au pied de l'escalier un tableau absolument magnifique d'Edmond en arlésienne, qui lui convenait admirablement étant donné sa beauté et ce type arlésien qu'elle avait. Ce portrait était sublime. Voilà. Gaston Defferre a bien voulu me faire un compliment sur ma robe. Je lui ai dit, monsieur, n'insistez pas, parce que si je pouvais en changer, j'en changerais bien. Elle est épouvantable. Non, il m'a fait des compliments. C'était un homme qui savait parler aux femmes, hein, c'est certain. Je vous remercie. J'ai peut-être été un peu longue, mais je suis prête à apporter encore un ou deux témoignages, si vous le souhaitez. Mais je suis très heureuse, très émue, et je veux absolument que nous préparions ensemble le cinquantenaire de Digraph. Il faut que Jean le sache. C'est dans à peine un an, et nous devons y travailler. N'est-ce pas, Franck? Merci. Merci à vous. Je pense que beaucoup de gens dans la salle entendront cette annonce. Peut-être, Olivier Barbaran, vous qui êtes poète et critique, mais poète, vous auriez peut-être à nous dire comment vous avez rencontré non seulement Jean Rista, mais l'œuvre de Jean Rista aussi, et comment vous la lisez aussi dans une histoire plus longue de la poésie du XXe siècle, du XXIe, mais une histoire plus longue peut-être, et comment elle rencontre la vôtre. Oui, la chance des auteurs peut-être, c'est qu'ils sont rencontrés avant qu'on les rencontre. Et donc j'ai 2 dates de rencontre de Jean Rista. Jean qui deviendra immédiatement et un ami et l'objet d'une admiration, mais que l'amitié ne fait que redoubler. C'est au début des années 90. Mais je connaissais Jean Rista avant de le rencontrer. Et s'il est vrai qu'il a été souvent approché parce qu'il fallait en passer par lui pour voir comment on allait s'y prendre pour travailler sur Aragon, il faut savoir qu'il lui arrivait d'être connu indépendamment de ce statut à la fois glorieux et sans doute parfois un peu sacrificiel, puisqu'il a pu vivre à la fois dans le rayonnement de l'homme qu'il a aimé et en même temps un peu écrasé par le renvoi systématique à cela. Et pour ma part, c'est une anecdote un peu mystérieuse qui fait que j'ai rencontré Jean Rista écrivain et non Jean Rista la personne et l'ami en 81-82. Je suis en seconde et c'est un objet un peu mystérieux. Il y a chez nous, chez mes parents, d'une gauche anticommuniste assez farouche, l'Ode pour rater l'avenue du printemps, dont d'ailleurs, texte devant lequel je tombe, et je vous dirai quelle a été la lecture du garçon de 15 ans que j'étais alors. Et quand j'ai fait part de mon admiration devant ce texte, le mystère est que personne ne savait qui avait mis ce livre chez nous. Mon père et ma mère m'ont garanti qu'ils ne l'avaient pas acheté. Alors il a fallu donc faire un peu un travail de prospective, et on s'est rendu compte qu'il y avait un camarade de mes parents qui avait été instituteur comme eux, et de l'autre bord, et qui leur avait offert un jour, et ils s'étaient bien gardés de le lire, et ils l'avaient rangé, sauf que moi je l'ai débusqué. Et j'ai lu ce texte, et j'avais 15 ans, j'étais en seconde, et pour moi, Jean, c'est d'abord ça, c'est d'abord le choc, alors je ne voudrais pas le déformer, c'est d'abord le choc du 5e vers, enfants, ô beaux enfants, au regard noir dans la. Clarté du jour qui donc, vous savez, mais quand on a 15 ans, enfants, aux beaux enfants, au regard noir dans la coupe du dodécasyllabe sur le 12e, au milieu d'un groupe de mots,
l'audace que ça représentait, le mystère que ça a été, cette révolution formelle, pour quelqu'un qui ne lisait que du Jean Racine et du Rimbaud, cette espèce de chose qui était rimbaldienne mais qui semblait parler comme Racine, c'était assez vertigineux. Et surtout, Jean, ça a été d'abord haut. Quel poète, en 70-80, ose mettre un haut circonflexe, pas le haut OH, le haut circonflexe de l'invocation lyrique dans la modernité. Et vous regarderez, dans les textes, il y en a énormément. Et pour moi, ça a d'abord été ça, ce choc-là, et l'impression qu'il y avait là un auteur dont je ne savais pas très bien s'il était de la période de la poésie dont on me parlait un peu comme nouvelle et que je ne comprenais pas bien, ou de la période de Jean Racine que je croyais comprendre, mais quand même, ce n'était pas tout à fait Jean Racine. Bon. Et ce Jean Racine-là, je l'ai rencontré ensuite, donc au début des années 90, lorsque j'ai choisi de travailler sur Aragon. Et j'ai pu raconter, puisqu'il y aura une publication, j'en ai pas là, mais il pourra nous lire, il aura des témoignages, j'ai pu raconter cette soirée qui dit toutes les qualités de Jean. Je vais être bref sur cette soirée. Nous nous retrouvons quelque part dans un café à Paris. La conversation est tellement longue et tellement passionnante, et j'essaye de lui parler aussi du fait que j'ai lu certains de ses poèmes. À l'époque, j'en avais lu plus. Entre le moment où j'ai fait ma thèse, j'avais lu plus de Jean Rista. Mais au fond, évidemment, on revenait à Aragon. C'est la première soirée assez alcoolisée tout de même pour moi, qui fait qu'à l'époque, il habitait Hyères, nous sommes rentrés à Hyères, et pour une raison là aussi un peu mystérieuse, autre énigme, un peu comme l'origine du texte de Jean Rista chez mes parents. Je ne sais pas pourquoi, dans la grande maison de Hyères, j'ai voulu absolument visiter la cave. Et donc, je me souviens très bien, je pense que j'étais un peu saisi d'alcool et je n'avais pas exactement la même pratique que Jean. Je me souviens très bien que Jean, à un moment, m'appelle et que je circule, et je circule dans la cave. Ça me plaît assez, pas pour assumer des moments un peu douloureux d'alcoolémie juvénile, mais parce que, au fond, ce que j'admire le plus chez Jean, c'est que sous à la fois une sorte de théâtralité, là j'essaie de répondre à la fin de votre question, rassurez-vous, sous l'aspect un peu théâtral de cette sorte de mobilisation de figures baroques qu'on a beaucoup commenté, la lune, le velours, le masque, l'étoile, l'or des étoiles. Il y a un drapé comme ça qui évidemment joue de son artificialité et qui est le moyen pour lui d'atteindre une espèce de vérité. Et il me semble que cette visite de la cave, c'était un petit peu, au fond, naïvement, le travail d'exploration d'un texte qui se donne à la fois avec une immense clarté, mais qui est travaillé systématiquement par des vers constamment équivoqués, des alexandrins dont on aurait envie de dire c'est des dodécasyllabes déséquilibrés, tant ils ne sont pas des alexandrins au sens classique, mais qui en même temps maintiennent quelque chose parfois l'alexandrin. Nous en parlions tout à l'heure avec Daniel Mesguich, dont j'admire l'idée qu'il va pouvoir dire ces textes qui, à chaque fois pour moi, font à la fois une stabilité, mais comme si le marbre chassait. Donc on est devant un monument, mais un monument qui bouge, qui glisse. Et il y a du labyrinthique et de la clarté chez Jean. Il y a l'espérance de la clarté et l'approfondissement de la nuit en permanence. Et il y a chez lui, je crois, ce qui se résume dans une formule que j'ai retrouvée tout à l'heure et qui est pour moi tout Jean, c'est la puissance avec laquelle, discrètement, parce qu'il est un homme discret, modestement, mais un peu faussement modestement, il parvient à tricoter et détricoter un sujet. Et ce que je retiendrai de ce que j'ai lu de lui depuis, et de ma lecture toujours admirative, c'est la capacité qu'il a finalement, plus il s'explique, plus il nous montre le gouffre, et en même temps plus ce gouffre il joue avec, et il est capable d'en jouer. Je suis tombé sur une petite citation dans les œuvres posthumes qui résume pour moi tout cela, et qui est absolument incontestable, en fait c'est un fait avéré, hein. Plus je tisse ma toile, plus il y a de trous. Et c'est vrai. Viviane Théophilides, donc merci à vous également de votre présence ce soir. Vous avez un rapport peut-être différent à l'œuvre de Jean Rista, celui de la metteur en scène que vous êtes et qui s'est confronté au texte de la perruque du vieux Lénine pour la mettre sur scène. Oui, alors je voulais dire comment j'ai fait la connaissance de Jean. C'est justement parce que j'ai beaucoup fréquenté par ses œuvres Aragon.
que je n'ai pas eu l'honneur de rencontrer vraiment, mais je l'ai lu, je n'arrête pas d'ailleurs de le lire, je continue de le lire, et j'avais fait 3 versions du Fou d'Elsa, parce que c'est à l'infini, on peut en faire à l'infini des versions du Fou d'Elsa. Et c'est ainsi que j'ai pu rencontrer Jean, parce que je lui ai demandé les droits de faire une adaptation, puis d'en faire une autre, puis d'en faire une autre, si bien que c'est ainsi qu'on a lié amitié. Et puis, donc, un jour, il m'a offert ce livre, La perruque du vieux Lénine, que j'ai lu, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je monte ce texte. Alors, heureusement, j'ai retrouvé une petite invitation, et j'ai vu la date. Mon Dieu, que ça fait longtemps. Et en plus, moi, j'ai mis quelque chose comme 9 ou 10 ans à pouvoir le monter. Parce que j'avais une compagnie, mais il me fallait des coproducteurs. Donc, j'étais à la recherche de coproducteurs. Et qu'est-ce que je faisais? Bien sûr, je leur faisais lire La perruque du vieux Lénine. Et ils étaient tous consternés. Ils m'ont dit... Mais ça n'est pas du théâtre. Bon, alors tout à l'heure, si vous voulez bien, je vous lirai quelques petits bouts de la préface que Jean a écrit pour La perruque, et c'est ainsi que j'ai essayé de les convaincre. Et quand même, j'ai fini, au bout de plusieurs années, j'ai fini par en convaincre 2 ou 3, dont Pierre Barra, qui était à ce moment-là Centre dramatique national des ateliers du Rhin. Et c'est Pierre Barra qui a joué d'ailleurs le rôle de A, le vieux poète. Et puis il y avait également La Maison de la Poésie, où on l'a joué 30 fois. Et puis le Centre dramatique de Béthune et la Comédie de Reims. Eh bien, ça en faisait pas mal de représentations. J'étais assez fière qu'on ait réussi quand même à le jouer autant de fois. Et une petite anecdote, mais parce que je ne l'ai jamais oubliée, c'était à la Comédie de Reims, non, à Colmar. On a fait un débat après, et il y avait un jeune homme, une vingtaine d'années, qui était au premier rang pendant le débat, et qui nous a dit, parce que bon, vous connaissez La perruque du vieux Lénine, il faut le monter quand même, et lui avait l'air, mais complètement emballé, et il nous a dit cette phrase que je n'ai pas oubliée: je vous remercie, vous m'avez ouvert d'autres oreilles. Je ne savais même pas quoi lui dire, tellement j'étais heureuse de ça. Je veux dire, il a dit, voilà, ce qu'il fallait, je crois, dire à propos de La perruque. En effet, lorsqu'on le fait au théâtre et que des acteurs s'en emparent, en effet, il faut ouvrir d'autres oreilles. Et je trouvais ça magnifique. Voilà. Merci. On ne peut que vous demander maintenant de nous ouvrir d'autres oreilles à nous aussi et de lire ce que vous aviez prévu de nous lire, si vous le souhaitez. Ça, puisque la curiosité est telle, après vous avoir entendu, que pourquoi faire patienter le public? Briser le cercle. Ah oui, il fallait briser le cercle restreint de nos lecteurs attitrés pour aller vers un plus large public. Ne peut-on pas dire cette démarche qu'elle était politique? Ce qui m'intéressait dans l'expérience, c'était avant tout de poser une ou plusieurs voix sur un texte, les faire travailler ensemble, l'écrit et la voix, pour voir ce qui allait se passer. Expérience toute simple, qui ressemblait fort aux pratiques des chimistes dans leur laboratoire. Et puis, fallait-il m'avoir si peu lu pour ne pas comprendre l'importance de la voix dans l'écriture? Les voyelles encore, on s'y accroche. Piolet, corde, pointe,
peuvent nouer la corde de la syntaxe et composer une échelle ou mettre le pied pour avancer. Certes, on s'y perd aussi par mégarde ou imprudence, si la chaise du bon sens fiche le camp. Mais avec les consonnes, comment s'y prendre? Incontournable, rédhibitoire à la langue qui se retourne dans son lit de voyelles comme dans des draps de pétales de rose où l'on aurait planté trop d'épines. Revenons à la perruque. Certains de mes personnages sont connus, d'autres pourraient, à la faveur de la publication de ce texte, se reconnaître ou être identifiés, puisqu'enfin, il en est un entre tous qui règne sur mon cœur. Comme on dit au jeu de cartes, le private joke. C'est à lui que je dédie la perruque. Merci. Donc la perruque du vieux Lénine paraît en 1980. Vous la mettez en scène dans les années 90, donc après la chute de l'Union soviétique. Moi, dans ces années 90, le texte qui m'a le plus marqué de Jean Rista, c'est le Parlement d'amour. Je voudrais lire quelques vers. Révolution, révolution partout. La révolte est à l'ordre du jour brisée, les chaînes, refuser d'obéir, déchirer toutes les bibles, violer les lois inventées. Et ces vers m'ont particulièrement marqué par rapport aussi à la perruque du vieux Lénine, c'est-à-dire écrire la perruque du vieux Lénine, même comme titre dans les années 80, ou quand même en 1980, on n'imagine pas du tout que l'Union soviétique va imploser, perdre ses cheveux. Mais, et puis, après cela, chanter encore en 93 la Révolution. Donc ma question porte sur le... Comment vous voyez le rapport du poète à l'événement politique? Voilà. C'est une question qui s'adresse évidemment à tout le monde et auquel vous aurez certainement vu. En vous écoutant, en écoutant ce que disait Viviane, je me disais que ce que j'ai reçu dans ce moment-là, c'est une conscience du temps à travers des figures qui se succédaient, mais qui n'étaient pas du tout, comment dire ça, qui n'étaient pas attristantes. Je crains parfois que, et je le vois quand je rencontre des jeunes dans des collèges ou dans des établissements scolaires, où le rapport au passé est un peu compliqué. Et il faut arriver à trouver les portes, les bonnes portes pour y entrer, parce que je pense qu'il est important d'y entrer et d'y traverser le plus possible. Et je pense qu'avec Jean, grâce au fait qu'avec Jean, j'ai connu Aragon, mais aussi les entreprises théâtrales que menait Antoine Vitesse, il me revient pour l'instant très fortement une soirée qui a eu lieu au Théâtre Récamier, où il se trouve que Lily Brick, la sœur d'Elsa Triolet, qui est morte peu d'années plus tard d'ailleurs, était venue avec son mari à Paris, et Aragon, Lily Brick, le mari de Lily qui avait un visage étonnant, elle avait un visage d'actrice du muet. Les actrices du muet, comme on le sait, rasaient le sourcil et les remplaçaient par un arc dessiné au crayon. Et Lily Brick le dessinait dans une couleur orange foncé. Et des sourcils dessinés en orange foncé sur un visage extraordinairement fin, lisse et beau d'actrice du muet, c'était un saut dans le temps absolument prodigieux. Mais rien de douloureux, pas du tout. Pas du tout, c'est pas la fin de l'Archet du temps perdu. On voit ces silhouettes qui s'avancent en vacillant sur des échasses, pas du tout. Et Antoine Vitesse avait lu des textes de Maïakovsky, comme disait Aragon, mon beau-frère, il ne disait jamais Maïakovsky, il disait mon beau-frère, il fallait comprendre. Oui, on était de nombreux poètes, moi-même, mon beau-frère. Il fallait dire, attention, mon beau-frère, c'est Maïakovsky. Donc, il lisait du Maïakovsky, du Aragon, Lily Brick écoutait. Cette soirée-là, pour moi, c'est une soirée inoubliable à cause de ça.
à cause de la présence vivante et réelle de temps qui n'étaient éloignés mais qui ne l'étaient pas, ils étaient là. Et puis ils seraient toujours là puisque nous continuons à les lire, puisque moi je lis régulièrement aussi bien Jean Rista, poète vivant, contemporain, qu'Aragon, poète disparu, mais bon, la plupart des poètes sont disparus, c'est pas grave, nous disparaîtrons tous. Et je lis aussi Maïakovski, et je me souviens d'Aragon racontant la mort de Gorky. Il se trouve que par hasard, je viens de recevoir la réédition d'un livre admirable de Gorky, Mes universités. C'est un livre absolument admirable. Eh bien, tout cela, ce sont des vivants. Il n'y a pas de mort, il n'y a que des vivants. Et enseigner cela, et c'est très important quand nous sommes professeurs de lettres, que j'ai été, et que je continue d'être tout le temps, c'est de transmettre que les morts ne sont pas morts, ils sont vivants. Hélas, oui, ils sont morts. Et il nous manque leur présence, leur vie, bien sûr. Mais ils sont là, ils sont vivants. Et il n'y a pas de... Et je sais qu'un des mots qu'Antoine Vitesse détestait le plus, c'est quand on disait il faudrait dépoussiérer les classiques. Mais ils ne sont pas poussiéreux, les classiques. Ils sont vivants. Et je me souviens qu'un professeur m'avait dit un jour dans un débat, oui, mais arrêtez, vous nous parlez des poètes qui sont morts. Et j'étais embêtée, je ne savais pas quoi répondre. Il faut avoir un esprit de repartie, c'est dur parfois. J'ai eu la seule fois de ma vie, j'ai eu une repartie. J'en suis fière, je lui dis, madame, les poètes ne sont pas dans leur tombe, ils sont dans leurs livres. Oh, j'étais contente. Alors, j'étais contente parce que ça m'arrive jamais. Je suis toujours incapable d'avoir une repartie quand il faut. Mais je le pense en plus, vraiment. Les poètes sont dans leur tombe, hélas, mais ils sont dans leurs livres. Et Aragon, et Lily Brick lisant. C'est Lily Brick a eu une carrière extraordinaire. Elle a posé pour une photographie de Rodchenko où elle crie « Knigi !» des livres pour une campagne pour le livre en 1924. C'est la vie, ça, c'est aujourd'hui tout ça. C'est ce que j'essaie de transmettre quand j'étais professeur, ce que j'ai essayé. J'essaie de continuer aussi, mais je pense qu'Olivier sera d'accord. Vous aurez peut-être nous dire, pour conclure cette table ronde que nous aimerions continuer jusqu'à 3 heures du matin, mais oui, je sens que vous êtes tous d'accord avec moi. Peut-être ce que, selon vous, Jean Rista peut représenter, apporter, tracer comme voie dans une poésie du XXIe siècle, qui n'en est plus exactement à son aurore, mais a encore du chemin avant d'arriver à son zénith. Les questions sont simples. Un mot pour dire évidemment combien nous sommes d'accord et combien, si quelqu'un est mort, c'est le lecteur qui n'est pas capable de voir la vie qu'il est chargé de prendre en charge et qui va nourrir la sienne. Enfin, voilà. La seule mort, c'est la mort de celui qui n'entend pas la contemporanéité absolue des textes littéraires et de la beauté. Toute beauté est vive, et donc il s'agit de l'accueillir. Et je crois en effet, comme vous, que c'est bien ce qu'il faut faire en classe. Pour ce qui est de cette sorte de mouvement un peu divinatoire, qui est à la fois un bilan, qu'est-ce que Jean a apporté. Là, je pourrais dire des choses, et je pourrais même les dire à titre personnel. Maintenant, qu'est-ce qu'il apportera dans le paysage littéraire, c'est plus difficile. Mais je vais quand même m'y risquer, regarder dans ma boule de cristal à partir de mon admiration pour l'œuvre. Moi, il me semble d'abord que, historiquement, je vais te dire des choses très simples, hein, mais il est celui qui, justement, maintient toute une réflexion sur l'utilisation vivante d'une tradition avec laquelle il ne cesse de dialoguer, alors même qu'il a été nourri de toute une alimentation intellectuelle qui pouvait donner l'illusion de ce que l'avant-garde était dans la rupture. Il a fait partie de ceux qui ont pensé que l'avant-garde n'était pas une rupture, que l'avant-garde c'est continuer une histoire. Et il me semble très important de voir à quel point tout ce qui m'effrayait quand j'étais adolescent, que je ne comprenais pas, toutes les références théoriques à Derrida, à tout cela qui évidemment échappait à un adolescent, ne donne pas chez lui la dérive peut-être d'une mauvaise parodie d'une modernité. Donc je crois qu'il fait partie de ceux, et aujourd'hui encore, qui tiennent une dimension de la modernité, qui évitent le piège de la tabula rasa ou de l'impression de la reconstruction complète. Aucun textualisme chez lui, un lyrisme très puissant, mais un lyrisme puissant qui ne tombe pas non plus dans une sorte de lyrisme qui serait un lyrisme traditionnaliste, et je crois que c'est déjà un pas considérable. Pour la génération de poètes qui est la mienne, et qui est légèrement postérieure à lui, je crois que c'est d'abord cela, cette immense liberté des formes, qui ne s'interdit rien, et pas non plus la prise de parole directe d'un jeu, qui est absolument présent dans le texte, mais qui sait sa propre complexité. Parce qu'il y avait cela, hein, je crois, quand j'ai commencé, pour ma part, à écrire. Si jamais on disait
que le jeu du poète avait un petit peu à voir avec la personne qui écrivait, que peut-être quand il disait qu'il pleurait, c'est que véritablement il avait pleuré, alors on était dans une imbécilité absolue, hein, puisqu'il fallait une distanciation complète. Bon. Et or, Jean écrit sur sa vie, sur ses deuils, parce que la question du deuil traverse quand même tout cela, et traverse avec énergie, là aussi, ne traverse pas dans une espèce de mélancolie paralysante, elle traverse parce que le deuil, c'est la vie, enfin, d'une certaine manière. Et l'énergie de son vers permet à ces chants de deuil, pour moi, qui sont, les tombeaux sont, enfin, il a su, ouais, prenons l'exemple du tombeau, et je m'arrêterai là, il a su faire des tombeaux qui sont parmi les plus beaux livres du XXe siècle sur ce sujet, et pourtant il y en a eu beaucoup, hein, qu'il s'agisse du tombeau de M. Aragon ou du tombeau de l'Aimé. Ce sont des textes absolument splendides, hein, que je vous invite tous à relire. Et ces tombeaux sont des tombeaux qui sont biographiquement marqués, et qui sont en même temps pas du tout un mauvais néoclassicisme, et qui en même temps n'abandonnent pas ce que nous offre tout le passé et toute la connaissance culturelle de la poésie pour pouvoir être libre. Il nous rappelle cette évidence, mais il l'a fait avec génialité. Il l'a fait dans des temps où je crois que c'était beaucoup plus difficile que pour ma propre génération, parce qu'au fond, revenu d'un peu tout et sans aucun conflit idéologique, mais plutôt une bouillie, on est finalement un peu plus libre, même si on est plus enseveli, que la période où on se battait. Mais dans le combat qui était le sien, de sa génération, il nous a rappelé que c'est le dialogue avec la totalité de l'histoire qui construit notre présent et qui nous rend libres. Je crois qu'il m'aura aidé à être un peu plus libre. Je frayais à l'aurore en près des rimailleurs, cruelle cacophonie de sourds-muets bavards, on aurait dit les clowns du grand cirque Pindare, empaquetés et ponctués dans leur pâleur, prêts à déclamer leur pataquès, leur pauvre vers, ou quoi, ou qu'est-ce. Chacun cherchait à imiter les morosités exquises de la mode. Un sexe qui grogne n'est pas plus laborieux. Je me souviens d'un été où disperser les mots du poème au hasard sur la page devint la grande affaire de nos versicrucistes. Alors on dispersait avec ardeur. Comme des flics en manifestation, on dégoupillait sur le papier des grenades à désencercler les vers. Et si je dis, moi, que pour gagner, il faut que les poèmes défilent en cortège de strophes, me prendra-t-on pour un fou? Je détournais les yeux. Je veux saluer celui qui n'a pas répudié la flamme, celui qui chante quand le soleil meurt avec les oranges, celui qui a su harmoniser les sanglots jusqu'à survivre à l'harmonie et aux sanglots. Il y a dans le monde comme une porte qui grince, que l'usure des chansons ne nous rend pas. Je veux saluer celui qui a le désespoir de ne jamais l'entendre, silencieusement tourner sur ses gonds. Celui qui prend les dieux pour un harmonica ou un appeau pour les étoiles. Je le vois danser avec elle un cha-cha-cha sanglant comme un joueur de bonto, un lanceur de couteau. Capoeira des astres où la lune a mis tranchant son capot d'astre. Je veux saluer celui pour qui tout est image et qui ressemble à une image, celui qui prend son poème au bas mot pour brioche, à cuire lentement dans son four, boulanger des enfers dans le mitard humain. Et je m'adresse à lui. Dis-moi, poète, pourquoi voudrais-tu piquer des hannetons quand tu peux, sur ta cape, passementer des papillons de toute époque, des papillons de surprise, et t'en aller à tire-l'hirondelle dans la chair crue des jours? Alors dis-moi, poète, pourquoi t'en irais-tu piquer des hannetons? Alors, s'il n'est pas trop tard, je vais lire, si vous le voulez bien, le début et la fin du Parlement d'amour et le début et la fin de l'Aude pour hâter la venue du printemps. Avertissement, cet éloge de M. Buratoni, c'est pas monsieur peut-être, assis sur le tombeau de Virgile et dessinant, est un fragment du Parlement d'amour parti d'un roman à paraître sous le titre Œuvre posthume, tome 2. Envoi. Ce que le temps nous a donné, il le reprend. Amant dérisoire au milieu de la nuit, je ne me souviens que du jour et je pleure. Voilà des vers anciens comme un chapelet que j'égrène tandis qu'à la fenêtre je regarde passer la lune où dorment les morts.
Tout l'air est encombré de plumes, un dieu moqueur s'y balançait autrefois, et l'empreinte de son corps creuse toujours l'édredon bleu du ciel, forme vide des courbes comme un vaisseau à l'ancre d'un nuage où le vent s'engouffre avec le bruit du tonnerre sans l'éclair qui promet la foudre. L'Olympe était une basse-cour rieuse et criarde, chaque immortel arborait avec orgueil un jabot de dentelles aux couleurs de l'arc-en-ciel. Seul le grand Zeus portait un chapeau sur le chef, poudré comme une flamme. Austère se balance lésif, ganté d'or. Près d'un tumulus, le peintre s'est assis en silence. Sont-ce les dieux qui meurent, tous les hommes? Ah, quand les hommes meurent, les dieux meurent aussi, dit-il. Heureux ceux qui connaissent l'amour, le désir, les habitent comme une fontaine l'eau claire. Un lit les attend, où bat le temps comme sang. À la tempe, une toupie dans les yeux. Le feu, un chérubin montre son membre érigé, un serpent de foire autour de son cou gracile, la taille prise dans le corset d'un nuage. Heureux sont-ils les amants dont les dieux n'ont pas encore dénoué les jambes et qui s'en vont rouler comme un ballon de foudre dans les vastes prairies où paissent les étoiles comme des troupeaux d'anges heureux. Sont-ils ceux dont le hasard n'a pas encore séparé les bouches, où la langue, comme une abeille, vient butiner le miel? J'entends la rumeur du tonnerre aux portes du ciel qui s'annonce et frappe. Quel visiteur à cette heure où tout cède au sommeil montre sa bosse, gronde impatient comme un ogre de remplir son sac. Passe ton chemin, je t'ai reconnu. J'ai vu à ta ceinture le faux et briller sous la lune tes dents. Sors de ma maison, oh! Malheur dans mon ventre à coup sourd et redoublé. La bête apeurée se retourne et mord. Oh! Quelle prière inventer, quel mot à fourbir. Et s'il fallait me damner, je me damnerais. Va-t'en, dis-je, je ne dors pas, je veille sur mon amour. Loin la mer, sur la toile bleue des colonnes, à marée basse, Isis habite le temple. La veuve tricote les jambes écartées. L'eau a presque recouvert le grand escalier où le peintre a dressé son chevalet de bois. L'arche du déluge annonce l'âne et le bœuf, convoque les astres et la cendre refroidie. Ô Dieu prodigue dont l'homme est le gardien et la mémoire, comment conjurer le sort? On ne lutte pas avec le temps, on l'épouse, dit-il, tandis qu'à ses pieds les vagues se couchent. Et le flux murmurant que la lune commande, jusque dans les ruines où poussent des pavots, loin des parcs et des bosquets, fuir, mais quel refuge! Oh Gianni, Gianni, qui a coupé les ailes de l'amour et les anges ont perdu leurs cheveux? J'aurais vieilli avant l'âge dans le regard des jeunes gens comme un miroir éteint. L'ardeur n'y fait rien quand les loups rôdent par les chemins, sautent de rocher en rocher ou bien se terrent dans les cavernes immobiles, l'œil mauvais là, bouche pour mordre lorsque passe un enfant pâle et solitaire. Je poursuis ma route sans savoir où la nuit m'emporte. J'attends le dénouement. À qui parler? Quelle épaule? Où crier? Je n'entends que le vent dans les pins, sa chanson triste et monotone comme un air démodé. Demain peut-être il fera jour, demain peut-être nous ne mourrons pas, nous oublierons le malheur. Il y aura dans les verres un vin d'Italie, des palmes pour l'amour, et dans la tête des cloches, comme à Pâques la volée bourdonne. Pour croire encore au printemps, nous aurons plus peur. Gianni, prépare mon tombeau, et vous, célestes juges, dressez les tentures, apportez les tambours, et la balance d'or pour l'âme et ses griffures. Une voile usée que tous les vents traversent, et trop claire à ce tas mis l'abandon des souffles.
Rendez-moi à la terre commune ou pourrie, le corps comme un fruit trop mûr, donnez-moi la paix. Des sous-bois, le clair obscur des après-midi, la mélancolie des fougères d'automne et la beauté secrète des orties blanches. Je veux qu'à mon côté dorme celui que j'aime. Vous qui passez ici, arrêtez votre course. Beaux enfants qui vivez dans l'oubli du malheur. Un instant, songez aux anges tombés du ciel. Ils étaient deux que le destin a séparés. Apaisez vos bouches, goûtez à tous les fruits, et vous nous connaîtrons la gloire et l'ardente fièvre et le frisson sur la peau tachée de soleil, la tendre fatigue après le baiser, le jour qui se lève à la lèvre encore humide, la griserie d'un vêtement arraché, la nuit dans le ventre comme un tison rougeois, la peur des mots et le délire du vent dans l'oreille, les métamorphoses de la flamme. Mais craignez les dieux jaloux de l'homme un instant, leur triomphant rival, ne renoncez jamais. Gianni, Gianni, entends-tu la rumeur du poète aveugle et la supplique vaine? Il danse comme un titube, les bras levés, et sur son dos quelqu'un a planté un couteau comme une étoile. Ne laissez pas couler le sang, fermez la plaie. Un chemin de sable blanc entre la terre et l'île pour la déesse, la chasse brûlante. Le peintre à son chevet implore la nature et s'arme de ciseaux en ses replis nombreux. À l'embordure du tableau, les éléments assemblés comme un culte secret la découpe. L'histoire de la peinture est l'histoire de l'homme, dit-il. Le ciel brossé après l'orage, la touffe du palmier, un bouquet de nuages fanés, l'azur en charpie comme un linge en lessive, vieux balais déplumés, arbres empaillés, gardiens des mirages à la porte des palais. En couple se promènent des oiseaux balourds et ventrus dans la nonchalance de l'été. Palmier, palmier ramasse poussière, dans l'œil encombré, la paupière distraite. Palmier, palmier, vitriers en prière, dans la colère noire de la nuit renverse, l'encrier sur l'oreiller, la tête coupée, du dormeur comme une méduse chevelue. Sous les palmiers, on se grise et on se grise, au son des tam-tams, on oublie la pluie. On boit de la limonade, on change la vie, sous les palmiers. Sous les palmiers. Sous les palmiers, ma belle, ôtez, ôtez donc votre chapeau à plumes et vos gants tout bleus. Sous les palmiers, madame, osez, osez donc danser le tango. Sous les palmiers. Sous les palmiers, on est tout nu, oh, tout nu. On chasse les fauves, on a un revolver, des impressions d'Afrique en fumant une pipe, le regard lubrique. Sous les palmiers. Sous les palmiers, l'amour avance masqué. On change de sexe en se poudrant le nez. On fait la fête et on roule dans les fossés sous les palmiers. Sous les palmiers. Sous les palmiers, la maison va s'écrouler. On n'a peur de rien. Pas même des chiens. La princesse a perdu son soulier doré. Sous les palmiers. Sous les palmiers. Ouais, moi aussi, j'ai trop rêvé, toujours perdant. En ce temps-là, Vladimir mangeait du jambon. Il parlait de l'amour et d'Octobre 17. C'était à la coupole, et Lily racontait. Volodia était fort comme un lion, Lénine l'aimait, et le thé fumait comme de l'encens. C'était à Paris ou à Moscou, dans les rues, où se bousculaient des fantômes. Je voyais marcher le poète et sa blouse jaune dans la brume, comme un soleil conduisait mes pas. Le socialisme était l'avenir, malgré le sang et les larmes, ni fleurs ni couronne. Oh, Mayakovsky, sur tes larges épaules de titan, le monde nouveau, comme au vent un drapeau, flottait, et les aveugles voyaient, et les sourds entendaient qu'a-t-on fait de nous, et dans la bouche, toujours l'âcre saveur de la poudre, le feu brûle encore lorsque tout semble perdu. Lève-toi! Les assassins rôdent partout, les mots ont changé, mais le poignard est le même. Qu'a-t-on fait de vous, homme sans visage aux yeux crevés?
Voici le crime et l'espoir trahi, la mémoire perdue à jamais, on a baissé le rideau. Plus personne n'allumera donc les étoiles. Nous sommes les enfants d'un songe trop ancien et trop lourd pour mourir en silence. Révolution, révolution, partout. La révolte est à l'ordre du jour, brisée, les chaînes, refuser d'obéir, déchirer toutes les bibles, violer les lois inventées. Ils ont brisé les statues, débaptisé les villes et les rues, les anciens maîtres sont revenus, on se met à genoux devant les idoles, on attend un sauveur, on ne sait plus à quel sein se voue, et le spectacle triomphe d'un monde livré aux images. Dans la coulisse, on assassine les poètes. Et tout butler de foire se croit Rimbaud. La fin? Où vont les morts dans leur manteau d'ombre la nuit? Lorsque le vent se lève et qu'il fait froid, la lune, dans sa gondole, fait le passeur et Verlaine dort, dit-il. Ô camarades, vous n'aurez rien appris, et les poètes meurent sans bruit aujourd'hui, comme à Florence, revenus dans les palais, des princes moribonds et drapés d'asphodèles, montrent leurs bagues et dans des verres de cristal, versent le poison, et de m'avoir tué par le mensonge et la calomnie, sans grandeur, à quoi cela vous sert-il et pour quelle gloire? Je n'étais qu'une ombre sur laquelle vous marchiez. Mon manteau de fumée déchiré avait la couleur de la nuit. Qu'avez-vous fait? Des rêves. Gianni, Gianni, un songe m'a diverti. C'était à Rome la ruine qui anoblit. Sous les palmiers, la fin des empires, l'été, Théodore se roulait dans un poulailler. Avec les dieux domestiqués dans la boue, il mangeait les restes du repas des lions. Près du cirque, repus les membres épars, l'impératrice se réservait les yeux bleus pour le dessert, avec un verre de sang chaud. Omnia ferta etas animum quoque. Toulon, Cap-Brun, 31 août 1993. Donc ça, c'était le Parlement d'amour. Le début et la fin maintenant, si vous voulez bien, donc de Ode pour rater la venue du printemps. L'été... L'été, on écoutait du Brahms, s'il marchait seul sur le perron, le long de la mer, moi j'irais au vent sans couronne, sous le ciel bas et gris. Enfants, ô beaux enfants, aux regards noirs dans la clarté du jour, qui donc vous a crevé les yeux? Tu ne m'oublieras pas, dit, pour le temps où tu seras loin, pour le temps perdu, pour le temps de ne plus mourir, tu m'oublieras, qui faire? Dans le désordre des feuilles, la beauté du monde, je suis comme un jardin sous la pluie, et si je partais pour la Grèce, pour n'en plus revenir, ou l'Australie, pour voir les kangourous, à partir n'importe où, porté par le vent, déchiré par la foudre sur le grand cheval de l'éclair, tout m'aura été marchandé. Vivre est difficile, la folie d'aimer. Une torture, rien d'autre pourtant n'aura compté que tes dents au plaisir et le dessin de ta bouche, comme on voit aux statues de l'Égypte, un bouclier, tes lèvres grasses, comme une prairie. Mais qui donc m'entend, ne vois-tu donc pas que je perds mon sang? Je vais mourir sans amour, et les années n'y changeront rien qui écrive sur mon front la pourriture. Attise le volcan de ma bouche qui, au matin, exhale la puanteur de ses trous. J'aurais vieilli sans y prendre garde, à t'attendre dans les gares, au coin des rues, dans les cafés, près des jukebox ou des flippers, à guetter tes griffes, beau lion, taché de lune, dans ce quartier de Londres où tu t'es endormi en cachant tes poings. La vie n'est faite que de rendez-vous manqués, et je me suis noyé dans le fleuve noir et glacé de mon lit d'enfant. J'aurais séché entre les feuilles des draps comme une ortie dans un livre jamais ouvert. Allez.
seul dans ma chambre d'hôtel à Marseille, je regarde le vieux port sous la brume des amoureux sur un banc, égrène les baisers comme un chapelet de vagues. Comment s'appelait-il donc déjà celui sous la cognée duquel toute une nuit d'orage au tambour, des feuilles sous la pluie, j'ai saigné l'océan comme un troupeau de moutons au sacrifice divin, remue-ménage à ma fenêtre, des vapeurs et de l'eau, les linges déchirés, et tendards des palmiers sous le haut front de la lune à ma table clouée aux moiteurs de l'été, comme aux pétales des draps le lit d'une rose profanée. Homme de tranquille apparence, posé là, sur le sol comme un arbre, pourtant sensible au vent fragile, comme on dit des femmes, sans savoir à quoi rêve-t-il, immobile à regarder couler le Rhône, tandis que nonchalante elle passe, et que d'un regard baissé elle le désire et l'appelle, telle est la loi, qui met couronne d'épines à mon ventre, cogne à mes jambes comme futées qu'on abat. J'ai mal de l'amour inachevé et qu'on tait, des corps divisés et qu'on enferme, je crie. Dans un wagon du Trans-Europe Express, la lune est mon chapeau. Je ne suis pas un animal qu'on dompte, et le zoo n'est pas ma maison. Aux peuples asservis à toutes les morales, ô misère de l'amour, ô ma force qu'on brise. Sur l'enclume du malheur, je te salue à venir de la tendre violence du désir sans partage. Je t'appelle au cœur de l'intelligence, je te déplie au corps cousu. De la main des parcs comme une fleur de papier, je te délie comme au tronc des chênes le nœud ou au tricot la maille, ô grammaire des caresses à réinventer. Frappe-moi du silex de ta langue, fais sortir des flammes de ma bouche, avec tes cheveux construits une tente à l'amour qui frissonne comme un serpent là-bas. L'espoir se meurt, on emprisonne Mayakovsky, l'ordre a posé sa patte sur les têtes qui pensent la révolution. Et dis-moi, camarade, pour qui chanteront les lendemains qui ne viennent pas? Attendre, elle disait, tandis que les mains s'usaient et les genoux pliaient au service, les noms changent, le fouet est le même. Il nous faudra pour apprendre à être libre du temps et beaucoup plus encore à savoir que faire de cette part de nous-mêmes étouffée sous l'abat-jour des siècles. Les dieux sont morts qui gouvernaient sous le masque des tyrans aux longues jambes des chassiers avec plumes cléricales. Quand ils vieillissent, les hommes deviennent gris. Leur tête dégarnie laisse voir le porc. Un jour, les déguisements n'y changent plus rien. Tu t'avances enveloppé dans les images et tu m'as peut-être attendu, je n'aurais pas su comprendre. Il suffisait d'un sourire à peine. Est-ce qui sait d'un mouvement de l'épaule et le vertige, la terreur d'être comme toi nu, comme devant la mort, on imagine l'oubli, la démesure des ruines où l'on s'écorche les mains pour ne pas tomber vaincu n'importe où dans la rue. L'amour fait commerce avec la guerre. L'amour, il disait, l'amour, il parlait à son ombre comme à un vaisseau prisonnier dans les doigts, branches grêles où meurent les oiseaux. S'accrochent les étoiles, affolées au fil de soie bleue des veines. Règne donc aux pourritures. Fais-moi cortège de puanteur et d'haleine, fétide, vais-moi d'excréments, couvre-moi d'un voile de mouches vertes et noires pour que je danse devant la fosse commune où je veux me perdre. Je vais dans la nuit, je marche à tâtons. Les gens qui passent me regardent étonnés et méfiants. Je t'ai demandé du feu pour voir tes yeux enflammer ta chevelure comme une torche sur ta moto. Ô justicier, ne crains rien, je porte le deuil de l'amour dans tes mains fermées. Il y a toute l'armée des mondes allumés au ciel coupant et froid, dans les terrains vagues aux cernes des grandes villes. Des éléphants sont enfouis sous la terre et leurs cornes de béton déchirent un morceau de nuage comme un étendard de misère. Ô vent de la révolte, ils viennent là, le soir, en troupes serrées, harnachées de cuir et de casques multicolores, lorsqu'à l'épaule de l'horizon, on voit une chaîne de sang. Ils dégrafent leurs jeans tachés de cambouis, épices superbes contre les pylônes, tatoués de dessins obscènes et des maximes du mépris, avant de jouer un rock'n'roll pour conjurer le temps du désespoir au loin.
Une décharge publique berce un couple de corbeaux. Le soleil est un drapeau rouge à la fenêtre où sèche le linge. Un avion tisse sa toile à l'araignée de la lune. Lorsqu'ils enfourchent leur coursier comme un typhon, ils sifflent un air de conquête entre leurs dents abîmées. Les moteurs scient l'espace en fumée. Nous avons déterré tous les cadavres pour en faire un brasier. Et les flammes viennent lécher le trou noir du ciel enfin vide de ces dieux fabriqués. Je crache sur les mots olés des grands hommes. Je t'appelle au peuple, à la mise à mort de tes bouffons sanglants, enfants perdus sur ton engin mécanique, dans les rues désertes où les lampadaires font procession funèbre et que tu brises parfois comme des oiseaux insolents. L'adversaire est ailleurs au siècle de l'espoir et de toutes les confusions, au temps du carnage et des mutilations. L'avenir est notre affaire. À tous malheur à celui qui usurpe le pouvoir. Honte à celui qui se tait et fait sa couronne avec la souffrance et l'illusion. Rien n'est gagné d'avance, il faut reconstruire le monde, il disait. Et la fin ? Nous allons sur les grandes routes de par le monde en guerre. Nous avons tout perdu, le vent nous habille, le ciel nous lave, l'amour est notre livre défendu. Nous vous croisez. Nous aimions autrefois les Rolling Stones et la musique ébranlait le capitalisme. Insolents, nous forgions l'avenir dans un atelier de rythmes inouïs et de sonorités éclatantes. Une tendre violence déchirait nos cœurs. Nous avons dressé dans Paris des barricades, lancé des pavés comme bouteilles à la mer. Nous fûmes vaincus par des vieillards tristes et apeurés. Qu'avons-nous fait de l'espoir? Nous avons reconstruit les temples et changé d'uniforme. Tu as oublié camarade, le mois de mai, tu enseignes l'ordre. Démolis ta maison, sors dans la rue et regarde, tu es comme un aveugle qui tend toujours la main. Jette ta canne, avoue les songes qu'on ne t'a pas appris. Lève-toi et ose. Enfant qui porte le nom du conquérant de la Macédoine, le malheur n'est pas fatalité. Tu m'as appris les gestes de l'amour dans la cheminée du désespoir. Narcisse, je m'endormais fané dans les miroirs parfois. Il arrive à l'homme, comme à une prairie, à la fin de l'hiver gorgée d'eau, de se noyer lorsque fond la neige. Je tremble toujours comme un naufragé qui ne sait pas encore qu'on l'a repêché. Sur ton visage, je guette insensé l'ombre des oiseaux de proie. Ô masque, que me veux-tu? Qui es-tu? Comment savoir ce que tu caches avec tant de soin derrière la dentelle d'un sourire? Je ne suis plus maître en mon logis. Oh, je me voyais unique, je me retrouve plusieurs. J'offre mon cœur pour nourrir la charogne, peut-être charogne moi-même, on the road again. Oh, j'ai du mal à naître à la joie simple de ce qui se donne sans détour. Ceci n'est pas oracle, j'enterre des siècles de résignation et de servitude. J'appelle la douceur de la pluie sur mon corps meurtri et l'orgueil des glaïeuls empourprés. Je danse l'éclair au poing en chevauchant la foudre. Oh, camarade, on a comme une impatience de printemps.